Fréquence protestante. Anachronique. Alban Guillaumarche. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Anachronique sur Fréquence protestante. Mon invité du jour n'est pas primo-romancière, mais c'est l'avantage d'être animateur, producteur de cette émission. J'invite qui je veux, quand je veux, et à peu près où je veux, si ce n'est que ce doit être fait en studio. Et ce privilège éditorial me mène aujourd'hui à accueillir Claudine Monteil. Claudine Monteil, femme de lettres, ancienne diplomate, historienne, qui nous publie la biographie de Marie Curie et ses filles chez Calment-Lévy. Une triple biographie, ou plutôt une seule, celle d'un lien mère-fille, mais en même temps, c'est un petit peu la triple biographie de Marie, Ève, et à chaque fois j'oublie le nom, Irène, merci. Moi, ma préférée c'était Ève, donc forcément... C'est celle qui vous ressemble, Alban. C'est celle qui me ressemble, merci Thomas, ça fait toujours plaisir. Donc une triple biographie ou la biographie d'une relation mère-fille. Claudine Monteil, bonjour. Bonjour Alban, bonjour Thomas. Alors bonjour. Je voudrais dire, si vous le permettez d'abord, dire bonjour aux auditrices, parce que vous avez dit chers auditeurs. Eh bien, figurez-vous que la moitié de l'humanité, ce sont des auditrices. Donc, si vous le permettez, moi je vais dire bonjour aux chères auditrices, parce que nous les femmes, nous entendons le masculin toute la journée, mais alors que la société nous rappelle que nous ne sommes pas des hommes. Donc, le féminin... Je salue les auditeurs et je salue les auditrices et je vous salue d'autant plus toutes et toutes que j'ai l'honneur d'être arrière-petite-fille de pasteur protestant qui était pasteur à Libourne pendant la Grande Guerre. Et donc j'ai été élevée par mon père dans l'esprit protestant. Et nous saluons aussi nos auditrices, on n'y manquera pas. Merci pour la remarque éditoriale. Ce n'est pas faute de vous le répéter, Alban. Alors, amis auditeurs, chers amis, c'est vrai que chers amis, en fin de compte, je devrais vous écouter un petit peu plus souvent, cher Thomas. Donc, nous sommes le 10 février 1910 et le journal Les Hommes du Jour, titre pourtant sur une femme, mais non pas en l'appelant Madame Marie Curie, mais en l'appelant Madame Pierre Curie. Est-ce que finalement, la malédiction de Marie Curie, c'est d'avoir été trop longtemps sous l'ombre de Pierre ? Et à partir de quel moment devient-elle Marie Curie et non plus Madame Pierre Curie ? Alors d'abord, j'ai envie de dire que ce n'est pas une malédiction, qu'elle n'a jamais été dans l'ombre de Pierre Curie, parce que Pierre Curie a été d'une intégrité remarquable, c'est-à-dire qu'il a toujours voulu lui donner sa place, et que lorsqu'il a su qu'il était possible qu'il ait le prix Nobel en 1903, il a écrit à son homologue suédois, qui était un ami, en lui disant qu'il ne l'accepterait pas si son épouse, qui avait fait au moins la moitié du travail, si ce n'est plus, ne fut pas lauréate en même temps que lui. Alors non, elle n'a pas été dans l'ombre de son mari. C'est juste les médias qui, une fois encore, n'utilisent que le masculin. Madame Pierre Curie, en fin de compte. Oui, Madame Pierre Curie. Non, ce que je voudrais rajouter, c'est que j'apprécie d'autant plus votre observation sur l'homme en question, c'est-à-dire Madame Pierre Curie, pour le fait que au CAPES, il y a 15 jours, il y a eu un devoir sur la physique où on n'a parlé que de Pierre Curie, le prix Nobel. Donc il y a toute une campagne en ce moment même chez les femmes enseignantes pour protester contre la manière dont a été rédigée cette présentation. Alors non, elle n'a pas été dans l'ombre, d'autant plus qu'il est décédé accidentellement en 1906 et que à ce moment-là, eh bien, il lui faut gagner sa vie plus encore. Elle se retrouve veuve avec 2 petites filles et qu'elle ne veut en aucun cas avoir une pension de veuve. Elle veut gagner sa vie par son travail, par ses recherches. Et donc, grâce à l'initiative de collègues masculins de Pierre Curie, elle va se retrouver avec un poste d'enseignante à la Sorbonne, ce qui est une première pour une femme. On va plonger tout à l'heure dans la vie de Marie Curie et de ses filles, mais avant ça,
Quel parcours que le vôtre. Femme de lettres, fille d'un mathématicien Medial Fields et de Josiane Serre, directrice de l'école normale supérieure de jeunes filles, où d'ailleurs Curie, mère et fille, ont enseigné. Vous avez également signé le manifeste des 343, connu Simone de Beauvoir, et le Paris de l'époque. Si vous deviez résumer votre parcours, toutes ces époques traversées, cette lutte pour le droit des femmes, ce serait avec quel mot ? Que je suis une femme qui a eu 3 vies. J'ai eu 3 vies. La vie diplomatique, dont je rêvais depuis mon enfance. Parce que, à la maison, dans ma famille, entre la France et les États-Unis où nous habitions, il y avait des mathématiciens, mathématiciennes, chimistes de tout pays. C'était un peu les Nations Unies scientifiques à la maison. Et donc, c'était vraiment ça dont j'avais envie. Donc, il y a ça, 3 vies, diplomate, femme de lettres, et puis engagée pour les droits des femmes depuis ma jeunesse. Mais engagée pour les droits des femmes grâce à l'inspiration de ma mère. Et ma mère ayant été elle-même inspirée par Simone de Beauvoir et Irène Joliot-Curie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je dédie ce livre à la mémoire de ma mère. Et justement, c'est justement à votre mère que vous dédiez ce livre, lui-même d'ailleurs traitant d'un rapport mère-fille. Moi, je me suis demandé, est-ce que d'ailleurs vous décrivez votre texte plus comme 3 biographies distinctes ou plutôt comme la biographie d'un seul lien, le lien mère-fille entre la mère et ses filles ? Alors pour moi, c'est plutôt ce que vous venez de dire, Alban, la biographie de lien entre mère et fille. C'est aussi, si je peux me permettre, en tant que femme et engagée pour les droits des femmes, c'est aussi que j'ai voulu montrer dans cette biographie que ce sont 3 femmes qui ont marqué l'histoire. Parce que dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, mis à part les reines, les princesses, les femmes n'avaient pas des postes de responsabilité, elles n'avaient pas des postes de pouvoir, sauf bien sûr dans la royauté, sauf au sein des royautés. Mais donc, en quelque sorte, il y a eu néanmoins des femmes puissantes, des femmes influentes qui n'ont pas occupé la place la plus prépondérante. Eh bien, les 3 Curie sont dans cette image. Marie, Irène et Ève Curie ont chacune inspiré, influencé, formé des jeunes générations et influé les grands décideurs. Donc, véritablement, n'oublions pas qu'Irène Joliot-Curie est la première femme, l'une des 3 premières femmes membres d'un gouvernement français en 1936, alors elle est prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari, Frédéric Joliot-Curie. Elle est prix Nobel, elle est première femme membre de gouvernement, et son ministre de tutelle lui interdit de prendre la parole à l'Assemblée nationale. Et ne l'oublions pas, parce que pour vous, ça paraît pas extraordinaire, mais pour nous, les femmes, c'est que vous êtes prix Nobel, vous êtes membre du gouvernement français, mais comme vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de vote. C'est-à-dire que Marie Curie, double prix Nobel, elle, décédée en 1934, elle n'a jamais eu le droit de vote. Irène Joliot-Curie, prix Nobel, membre du gouvernement français. Est-ce que vous imaginez, vous êtes des hommes, est-ce que vous toléreriez, et vous auriez raison de ne pas le tolérer, qu'un homme membre du gouvernement français, parce qu'homme, n'aurait pas le droit de vote pendant que les femmes auraient le droit de vote? Mais vous diriez que c'est une aberration. Et vous auriez raison. Vous pensez que c'est entre guillemets, un trou dans la raquette de la manière dont on traite l'histoire que d'oublier justement, pas la femme ordinaire, mais la femme en tout cas qui n'est pas reine Gommer les femmes de l'histoire, c'est une constante. C'est une véritable constante qui simplement commence à apparaître aujourd'hui parce que nous sommes un certain nombre de femmes à le dire, à protester. Et si j'ai eu tellement envie d'écrire, vous savez, ça faisait 8 ans que j'avais envie d'écrire ce livre. Ça fait 8 ans que j'avais envie de comprendre comment fonctionnaient ces femmes, quelles avaient été leurs influences et aussi leur influence sur le monde. Et je ne regrette pas, j'ai fait beaucoup de recherches et je trouvais à chaque fois beaucoup d'influence. En réalité, je pense que ça va être au XXIe siècle, ce qui va pour vous dans votre génération, et j'espère que vous les hommes, vous le vivrez bien, c'est le fait qu'on va commencer à parler de personnages féminins bienveillants, car ces 3 femmes, elles sont bienveillantes. Elles sont bienveillantes. Ce sont des femmes qui veulent simplement donner plus de justice, plus de liberté. Elles sont aimantes. Elles ont une vie amoureuse. Elles aiment et elles sont aimées par les hommes de leur vie. Ces femmes-là aussi ont beaucoup de chance dans les hommes qu'elles rencontrent. C'est à votre mère que vous dédiez ce livre. On va revenir justement à cette figure de la mère. C'est quoi la place, justement, particulière d'une mère dans l'affranchissement de sa fille? Est-ce que le combat des femmes se transmet de mère en fille? Alors, je vais vous raconter les discussions que j'ai eues avec Simone de Beauvoir à ce propos.
Simone de Beauvoir savait très bien, bon, j'avais 20 ans, elle en avait 62, hein, c'est dans les années 70, il faut bien se dire que nous avons 2 générations de différence d'âge. Je pourrais être sa petite fille. J'aurais pu être sa petite fille. Donc elle me parlait comme on parle à une petite fille ou une petite nièce. Vous comprenez ce que je veux dire dans la relation. Et Simone de Beauvoir, nous avons préparé un numéro spécial des temps modernes sur les femmes, bon, etc., libération des femmes. Et il y avait des jeunes femmes qui voulaient raconter leur bonheur de la maternité. Le fait qu'elles voulaient élever des jeunes filles, qui puissent s'épanouir, avoir un poste, un peu ce que Marie Curie a fait avec ses filles. Et Simone de Beauvoir disait « Ah, mais ça va renvoyer encore à la nature féminine, on va pas en sortir. » Et moi, je l'ai contredite, et je lui ai dit « Mais Simone, si je suis là, auprès de vous aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. C'est parce que ma mère m'a montré, m'a expliqué quels étaient les obstacles qu'elle rencontrait elle-même en tant que chimiste universitaire, et si je suis là, c'est parce que j'ai une mère féministe. » Donc c'est pour dire que c'est très très important le lien de la mère. C'est important pour le fils, bien sûr, pour les hommes, mais c'est très important pour les filles. Et vous avez des femmes, je voudrais leur rendre hommage 10 secondes, vous avez des femmes que j'ai connues, dont j'ai connu les enfants, femmes de ménage, qui faisaient des heures, des 10, 12 heures par jour de travail pour que leur fille ou leur fils fassent des études. Je veux dire par là qu'on n'imagine pas ce qu'une mère, bon, un père aussi bien sûr, mais on n'imagine pas les sacrifices que font les mères pour que les enfants montent d'un cran, si vous voulez, passent de la pauvreté à un poste plus conséquent sur le plan social. C'est magnifique. Bon, alors Marie Curie n'a pas eu à se sacrifier de cette manière-là, mais elle leur a donné une éducation très équilibrée. Et puis alors, ça y allait, il fallait étudier. Il fallait aussi faire de la marche à pied, de la bicyclette, et quand c'était marche à pied, c'était 10 kilomètres, hein, il n'était pas question d'arrêter au bout de 5 minutes. Et non, mais je veux dire par là que elle leur a donné vraiment une vie, en même temps une vie d'amour, l'amour des langues, 3 civilisations, enfin, elle a été, oui, c'est fondamental le rôle de la mère, mais je dirais aussi que je suis heureuse de voir dans les jeunes couples aujourd'hui que les hommes prennent plus à cœur l'éducation en tant que père, et je vois des pères heureux de s'occuper de leurs enfants, et ça, c'est un grand bonheur. Et parlons littérature, parce que c'est aussi l'objet de cette émission. Parlons littérature. Quand on regarde les étagères des classiques français, beaucoup d'hommes, très peu de femmes. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les femmes ont pu disposer beaucoup trop tard de leur chambre à soi pour écrire, comme le dit Virginia Woolf, ou est-ce que c'est parce que finalement, écrire quand on est une femme au 19e et au 20e, c'est beaucoup plus compliqué ? Je dirais que ce sont les deux. C'est à la fois parce que c'était beaucoup plus compliqué d'écrire, il fallait avoir une chambre à soi, et pardonnez-moi, mais il fallait avoir les moyens financiers. Je veux dire par là, on en est toujours quand une femme dépend d'un homme financièrement, elle est mineure. Quand moi j'ai vu des femmes de la génération de mes grands-parents demander 20 euros au mari qui avait tous les moyens financiers. Enfin, je veux dire, on voit des choses, bon, mais ça c'est insupportable. Bon, alors vous pouvez pas écrire dans ces conditions-là. Et puis d'autre part, c'était très mal considéré d'écrire. Donc non. Et puis l'autre chose qui est un peu dommage, c'est que quand je parle avec quelques écrivains que je ne nommerai pas, mais qui sont tout à fait importants, enfin qui sont connus en tout cas, ils n'ont jamais lu un livre d'une femme. Pourquoi ? Jamais. Pourquoi ? Ça leur est pas venu dire non, je peux pas vous citer un livre de femme. Je parle de ma génération. Je parle pas de la vôtre. Et pourtant, la littérature du 19e est marquée par énormément de romans qui ont pour personnage central une femme. Est-ce que ces romans sont... Déjà, ces romans sont majoritairement écrits par des hommes. Est-ce que par conséquent, le traitement qu'ils font des femmes dans leurs romans est injuste, ou est-ce que finalement, on a dû attendre la femme de lettres qui écrit sur les femmes pour qu'enfin le roman traite honnêtement des femmes ? Je pense qu'il y a d'abord la condition des femmes qui n'était pas qui était une condition de soumission, relative soumission quand même. Et ça, quand les hommes la décrivaient, ils la connaissaient. Bon, évidemment, c'était biaisé. Mais vous savez, je reprendrai simplement pour Simone de Beauvoir vous dire que le premier roman de Simone de Beauvoir a été refusé avant-guerre par les éditions Gallimard. Vous savez pourquoi ? Parce que les personnages féminins étaient considérés comme trop indépendants et que les femmes, les lectrices, ne pourraient pas se projeter dans ces personnages. Alors que quand l'invité est publié,
où quand même c'est déjà la relation avec Sartre et une relation d'indépendance et tout, les femmes se jettent sur ce personnage parce que précisément elle symbolise une liberté à laquelle elles aspirent. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a à la fois le biaisé et puis il y a surtout la condition. Le monde a quand même beaucoup évolué en un siècle. Et ce qui est extraordinaire avec Marie Curie, c'est que, et avec ses filles Irène et Ève, c'est que ça semble naturel, leur indépendance. Le fait qu'elles veuillent travailler, ça semble naturel. Mais moi, puisque vous me parliez de ma mère, quand j'allais au lycée en France, quand nous étions en France, quand j'allais au lycée, j'étais quasiment la seule adolescente dont la mère travaillait. Et la seule chose qu'on me disait de ma mère, c'est « ta mère n'est pas une vraie mère puisqu'elle travaille, elle ne s'occupe pas de toi. Ta mère n'est pas une vraie mère. » Et heureusement que j'étais fière d'elle. Je disais « au contraire, c'est formidable et tout. » Mais oui, mais parce qu'il y avait eu Marie Curie et Irène Joliot-Curie. Donc, ce qu'a fait Marie Curie, c'est exceptionnel. On ne se rend pas compte, mais parce qu'il faut se projeter, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les jeunes filles, et c'est pour ça que je le dis d'ailleurs, je le dis, les femmes soumises, les autres scientifiques, vous savez, du livre, qui sont les amis, mis à part Marguerite Borel, mis à part la femme Borel, Camille Marbeau, la femme de lettres Camille Marbeau, elles sont toutes des femmes épouses d'eux. Hein. Des Madame Pierre Curie. Des Madame Pierre Curie, absolument, Alban, vous avez raison. Émission spéciale, mais on garde quand même nos habitudes. Avant la pause musicale, on a une question rituelle qu'on pose toujours à nos invités. C'est quelle est, selon eux, la définition de la littérature ? Pas forcément une définition d'école, une définition personnelle. Qu'est-ce qu'est ce sentiment de l'être, ce sentiment de la lecture ? Et je rajoute une précision à cette question pour vous. Quel est le rôle de la littérature dans l'émancipation des femmes ? Vous n'avez pas une dizaine d'autres questions? Parce que rien que de répondre pour ces deux-là. On va enlever la pause musicale pour vous donner un peu plus de temps. Merci, j'apprécie. Bon, alors, la littérature, vous m'avez dit, qu'est-ce que la littérature? Qu'est-ce que la littérature pour vous? Pour moi, c'est ma deuxième source d'oxygène. Après l'air que nous respirons. Bon, en ce moment, c'est pas l'idéal, mais je dirais que c'est l'air que nous respirons. C'est un oxygène. Et puis, c'est communiquer avec le monde. C'est parler. Vous savez, moi, je suis d'une génération où on n'interrompait pas un professeur, on parlait pas en classe, il fallait faire très attention. Enfin, je suis quand même de la dernière génération où c'était très, très serré. Hein. C'était vraiment pas drôle. Bon. Eh bien, quand on écrit, il faut écrire dans la liberté. Donc, on parle, et je dirais, on parle sans être interrompu. La seule personne qui vous interrompt, c'est vous-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller dans la liberté. Je le dis parce que le livre que j'ai écrit là sur Marie Curie et ses filles, c'est vraiment un livre que je portais en moi et j'y suis allée. Je me suis laissée aller dans tout ce que j'ai vu de l'évolution de la société. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est un oxygène, mais qui est aussi important que l'oxygène. Je ne peux pas concevoir la vie comme sans littérature et voilà, je ne peux pas le concevoir. Pour moi, une journée sans écrire a un goût de cendre. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't
incroyable femme Curie au pluriel. Puisque dans votre livre Claudine Monteil, Marie Curie et ses filles, vous nous faites découvrir Marie Curie évidemment, qui révolutionne la médecine et la recherche sur la radioactivité, Irène, prix Nobel de chimie, et Ève, comme Thomas l'a fait remarquer au début, ma préférée, femme de lettres, diplomate, qui a connu Churchill, qui a connu Gandhi, qui a connu De Gaulle, qui était très actif pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ma préférée des trois, je suis désolé de vous le dire. Mais si, Claudine Monteil, vous deviez résumer, caractériser, c'est une question difficile, hein, je l'admets, mais caractériser ces trois filles en un seul mot. Parce que sur la couverture de votre livre, on a libre, géniale, pionnière, inspirante et puissante. Je me suis dit, quel serait le mot qui... En fait, je voulais comme titre... Marie Curie et ses filles, trois femmes qui ont marqué l'histoire. Et puis non, ça faisait trop sérieux, mais c'est quand même, c'est ça que je voulais montrer, qu'elles ont marqué l'histoire, à la fois l'histoire des sciences, mais l'histoire de l'humanité, l'histoire politique, les libertés, etc. Et vraiment pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est tellement dur pour les femmes d'occuper l'espace, enfin d'être vraiment dans la lumière pour ce qu'elles ont réalisé dans l'histoire de l'humanité, que je voulais vraiment montrer. Enfin, je l'ai écrit en pensant à ça. Bon, alors je dirais, c'est difficile de le dire, mais pour moi c'est l'histoire. Elle symbolise comment trois femmes, vues sous le prisme, pas seulement des femmes, mais simplement de mettre tous les éléments, de redonner sa place aux femmes, comment trois femmes ont marqué le XXe siècle et marqué l'histoire. Ben justement, moi j'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est tout simplement, je regarde ce titre, cette couverture, il y a écrit Marie Curie et ses filles, récit. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, moi c'est sur l'écriture de ce livre. Pourquoi un récit et pas une biographie ? Pourquoi une écriture plus romanesque qu'historique ? Alors en fait, je l'avais écrit biographie. D'accord. Et on vous a suggéré récit. D'accord. D'accord. Donc on a mis récit, ça n'est pas de mon fait. Très bien. Mais il est vrai que je le raconte comme un récit. Donc l'éditeur a fait son travail. En quelque sorte, l'éditeur a mieux senti ce qu'il fallait. Alors pourquoi un récit ? Parce que je me mets aussi dans le ressenti de la personne. C'est-à-dire que ce que je souhaite dans la manière dont je l'écris, c'est que l'on se sente comme si on était dans la pièce, comme si c'était un roman. Ça n'est pas un roman. Tout est avec des références. Il y a des notes qui sont à l'arrière du livre, de bas de page. Tout est très, très sérieux sur le plan chronologique. Mais il y a aussi le ressenti de chaque personne, les rêves, les chagrins. Et ça c'est un roman. Ça, c'est comme un récit. Et pour moi, c'est mon 10e livre, hein. Et pour moi, mes biographies que j'ai écrites, elles sont finalement toutes des récits. J'en ai fait plusieurs sur Simone de Beauvoir, sur Sartre, sur Simone de Beauvoir et sa sœur. Et elles touchent les lecteurs et les lectrices, me dit-on, m'écrit-on, parce que précisément, il y a le ressenti. C'est fondamental, la peur, la joie, l'espoir, la tristesse, le chagrin. Ce sont ce que nous ressentons chaque jour. Et vous, qui aimez la poésie, Thomas, et qui êtes poète, moi-même, j'ai publié des poèmes dans les temps modernes. Donc, je veux dire, la poésie, c'est du ressenti aussi. Bien sûr. Hein, c'est très ressenti. C'est du ressenti à l'extrême, je dirais à fleur de peau, la poésie. C'est du ressenti à fleur de peau. Et je le dirais pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu le livre. C'est vrai que la première scène s'ouvre sur Marie Curie en classe. Elle est en Pologne. Un inspecteur venu de Russie vient pour vérifier que l'on n'y enseigne pas le polonais. Et on est dans l'esprit de Marie Curie à ce moment-là. Sa crainte d'être découverte, son sentiment patriotique pour cette Pologne qui n'existe pas. Et c'est quelque chose qui est assez singulier dans cette façon d'écrire cette biographie. C'est ce que vous dites là. On est dans le vécu des personnages. Ce n'est pas aride du tout, au contraire. Et je dois dire que j'ai été, moi, particulièrement ému parce que on vit avec Marie Curie la perte de Pierre Curie, tragique, d'un accident. Il se fait renverser alors qu'il traverse la rue. Et cette écriture j'aimerais comprendre, comment avez-vous réussi ? Quelle a été votre démarche pour vous mettre à cette place, à la place de Marie Curie ? Ma démarche a été d'abord je dirais en tant que femme, d'essayer de se mettre à la place des autres. Depuis que mes parents, quand j'avais 5 ans, me disaient qu'ils me demandaient conseil sur le plan psychologique, comment réagir avec les adultes quand j'avais 5 ans.
en me disant alors je leur disais, mais c'est très simple. Essayez de penser à ce qui lui ferait plaisir. Essayez de penser à ce qui le blesserait. J'avais 5 ans. Mes parents m'ont toujours dit, on t'a toujours demandé conseil. Parce que j'essayais de me mettre à la place des autres. Alors, il se trouve que j'ai vu ma mère être humiliée en tant que femme chimiste, avoir rencontré des difficultés. En tant qu'enfant, petite fille de ma génération, être femme, j'en ai entendu des vertes et des horreurs. Ma meilleure amie à l'école, quand nous étions à Princeton, puisque nous habitions entre la France et les États-Unis, était noire. Et j'étais la seule enfant blanche qui parlait à la petite fille noire de l'école. Donc j'ai vu toutes ces souffrances. Je les ai senties, et je dois dire qu'il y a deux écrivains qui m'ont marqué. C'est Tolstoï d'abord. C'est Tolstoï, Guerre et paix, parce que quand vous lisez Guerre et paix, vous avez l'impression d'être dans la pièce, ou sur le champ de bataille. Et puis l'autre, c'est Simone de Beauvoir, parce que effectivement, il y a beaucoup d'intensité. Mais le ressenti, essayez de se mettre à la place des autres. Nous sommes tous des êtres humains. Et n'oublions pas que je viens d'une famille où il y avait les plus grands scientifiques. Depuis mon enfance, j'ai côtoyé à la maison des prix Nobel, des scientifiques, et que ce qui me frappait enfant, c'est que vous pouvez être prix Nobel, et il n'en reste pas moins que vous êtes un être humain, que vous allez déjeuner, espérer, aimer, souffrir, avoir peur pour vos enfants, etc. Donc en réalité, les personnes les plus célèbres sont des êtres humains, sont malgré tout sont derrière la parade, derrière Churchill, De Gaulle, Roosevelt, les Curie, il y a des êtres humains. Et c'est vrai que, parlant de ces êtres humains, de nombreuses personnalités publiques, connues ou non connues, parce que moi j'ai découvert énormément de choses en lisant ce livre, et j'aimerais vous demander, on croise avec, à côté de Marie Curie et ses filles, des personnages importants pour l'histoire des sciences, notamment, mais aussi pour l'histoire des droits des femmes. Et à l'exception de Marie Curie et de ses filles, qui, on aura l'occasion d'y revenir, contribuent à cette histoire et à leur émancipation, quelle figure peut-être, de quelle figure auriez-vous envie de nous parler ? Je pense peut-être à... Moi j'ai découvert la figure d'Herta Ayrton, alors je ne sais pas si je prononce ça bien, aussi de Missy Muesli, des choses comme ça. Donc j'aimerais vous interroger. On n'aura pas le temps de parler de toutes ces femmes, et aussi sans doute, j'espère, des hommes qui auront contribué à cette histoire, mais si une seule de ces personnalités devait revenir aujourd'hui, laquelle ce serait ? Les 2 femmes que vous avez citées m'ont beaucoup touchée également. Herta Ayrton, c'est une grande suffragette anglaise qui était aussi une des plus grandes physiciennes britanniques. Qui donc, c'est-à-dire que à la fois, et c'est elle qui a abrité Marie Curie après le scandale des lettres d'amour avec sa liaison avec Paul Langevin. Donc c'est une femme extraordinaire parce que elle est à la fois scientifique, en même temps suffragette. Ne l'oublions pas que les suffragettes britanniques sont torturées. Qu'elles sont arrêtées, elles sont battues. Quand je vous dis torturées, on leur plante dans le ventre des tuyaux à vif pour les obliger à se nourrir. Oui, et pour casser leur grève de la faim. Non, mais je veux dire, dans des tortures absolument abominables. Il y a des femmes qui meurent dans les prisons, des suffragettes. On oublie ce que ça a été. Moi, j'ai une immense admiration pour les suffragettes. Je vous le dis franchement, parce que ça a duré 60 à 70 ans. De nombreuses suffragettes n'ont jamais eu le droit de vote. Elles sont mortes avant d'avoir le droit de vote, après avoir été torturées. Donc, il y a elle. Je dirais un mot sur Missy Melloney, parce que c'est véritablement, Missy Melloney, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. C'est cette journaliste américaine qui a commencé à faire des articles de presse à l'âge de 15 ans, qui boitait à l'âge de 15 ans, qui a eu un accident pulmonaire à 17 ans, et qui, depuis, disait-elle elle-même, elle occupait 3 fonctions. Bon, elle avait une mère qui, dans le Kentucky, je ne sais pas si vous voyez quand même, à la fin du 19e siècle, elle avait monté un journal à la fin du 19e siècle, c'est pas rien. Puis ensuite, Missy Melloney épouse un rédacteur en chef d'un grand journal, et elle va se lancer dans le monde entier, et elle va surtout tout faire pour inciter les femmes à faire du sport, pour inciter les femmes à accéder à ce qui est le b.a.-ba, l'indépendance économique, ce que Marie Curie a voulu pour ses filles, absolument. Eh bien, Missy Melloney, c'est grâce à elle que Marie Curie va avoir le gramme de radium.
C'est-à-dire qu'elle va lancer une souscription à travers toute l'Amérique pour que, puisque les riches américaines ne voulaient pas donner assez de moyens financiers, elle a eu cette idée fabuleuse à travers sa revue de lancer une souscription à $1, de manière à obtenir à ce que des millions d'Américaines donnent $1. Ce qui serait quand même 10 ou 20 aujourd'hui. Bon, mais à ce qu'ils donnent $1, et c'est avec ces dollars qu'il y a pu avoir acheté, que les femmes américaines ont acheté 1 gramme de radium. Un gramme. Pour à peu près $100 000, hein. C'était le prix d'un gramme de radium à l'époque. Ça, voilà. Donc il faut et Marie Curie d'ailleurs. Mais à la condition qu'elle vienne le chercher, et naturellement les politiques s'en mêlent parce que Missy Meloney, elle fait une campagne de presse dans tous les journaux américains. Elle la présente. Elle présente Marie Curie comme la sainte. Si vous voulez, c'est une laïque, c'est une sainte, c'est la sauveuse de l'humanité. Et donc, ça va être du délire. Les foules attendent dans les gares Marie Curie et ses filles. Et elle va donc, ce gramme de radium lui sera remis par le président des États-Unis. Ce qui met d'ailleurs un peu dans l'embarras les autorités françaises, qui découvrent qu'aux États-Unis, elle reçoit des faveurs exceptionnelles, alors même qu'elle n'a pas été reçue à l'Académie des Sciences en 1911. Alors justement, si vous voulez bien, je voudrais dire un petit mot sur l'histoire de la famille Curie et de l'Académie des Sciences. Et je vous le dis d'autant plus que mon père est à l'Académie des Sciences. Mon père est mathématicien, médaille Fields, c'est bon. Donc, il est à l'Académie des Sciences depuis très longtemps. Et donc, j'en ai parlé avec lui. C'est important pour l'histoire des femmes Curie. Quand vous êtes un scientifique français, ou même un littéraire, mais enfin, en l'occurrence, là, c'est les sciences. Quand vous êtes un scientifique français et que vous êtes lauréat du prix Nobel, il est de coutume, ça n'est pas une obligation, mais c'est une coutume, que l'année d'après, vous êtes automatiquement élu à l'Académie des sciences, puisque vous avez eu la consécration mondiale, qui est le prix Nobel. Mondial. La France se doit de vous donner une consécration plus modeste, mais la plus prestigieuse des plus modestes des consécrations, c'est celle de l'Académie des sciences. Donc normalement, lorsque Irène Joliot-Curie, Marie Curie, 1903-1911, double prix Nobel, elle aurait dû être bien évidemment élue à l'Académie des sciences, mais surtout Irène, qui est prix Nobel en 1935, aurait dû être dès 1936 élue à l'Académie des sciences. Il n'en a rien été. Non seulement ça, mais Irène avait le souvenir de ce qui s'était passé pour sa mère, puisqu'on l'avait qualifiée d'étrangère, etc. Donc, Marie n'a jamais été élue à l'Académie des sciences, de même qu'elle n'a jamais eu le droit de vote. Elle n'a jamais voté, Marie Curie. Bon, et là, Irène, donc, après-guerre, elle va se présenter systématiquement à l'Académie des sciences 5 fois, jusqu'à son dernier jour, en 1956, par principe. 1 mois après qu'il y a un nouveau siège qui se libère, immédiatement elle présente sa candidature. Eh bien, les amis de la famille, ceux-là même qui la connaissaient depuis longtemps, qui devaient beaucoup à la famille Curie, se mettaient en concurrence, en rivalité et se présentaient face à elle. Ce qui fait qu'elle n'a jamais été élue à l'Académie des sciences. Et je voudrais rajouter que ce sont les mathématiciens qui ont fait sauter cette discrimination terrible quand même, à l'encontre des femmes scientifiques. Ce sont les mathématiciens, mais qu'il leur a fallu attendre 1979. N'oublions pas que Marie s'est présentée en 1911. Irène jusqu'en 1956. Il va falloir attendre 1979. C'est-à-dire que les mouvements des droits des femmes féministes auront eu lieu dans les années 70 pour qu'enfin Yvonne Choquet-Bruat, une grande mathématicienne française, soit la première femme élue à l'Académie des sciences. Et c'est une des. Alors, j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui m'a un peu amusé pour rebondir sur cette affaire de reconnaissance justement par les institutions. Marie Curie se voit proposer la Légion d'honneur 2 fois. Elle la refuse à chaque fois parce que, dit-elle, elle ne l'aurait acceptée qu'à l'issue de la guerre. Pour fait militaire, puisqu'elle est avec les voitures Curie, elle est absolument décisive, mais c'est pas là-dessus que j'aimerais vous interroger, même si c'est très important, c'est un fait beaucoup plus anecdotique, puisque elle fait en sorte que Missy Meloney, obtienne la Légion d'honneur pour les services qu'elle lui rend. Alors pourquoi refuser la Légion d'honneur pour elle-même, puisque vous mettez à sa place? Alors je pense qu'elle l'a refusée par fidélité à l'amour pour Pierre Curie.
parce que c'est Pierre Curie qui l'a refusé. Ils l'ont refusé au moment du premier prix Nobel en 1903. Ils ont estimé que c'était pas, comment dire, ils sont complètement dans leur travail scientifique. Ils sont en dehors du monde un peu réel. Enfin, ils le sont pas complètement. Ils ont besoin de gagner leur vie. Mais je veux dire par là que leur monde réel, c'est de la recherche scientifique. Et qu'ils voient pas très bien pourquoi on leur donne une Légion d'honneur qui a un côté presque trop officiel. Vous voyez, par rapport, le prix Nobel, bon, c'est une reconnaissance pour leurs travaux scientifiques. La Légion d'honneur, on y pense parce qu'ils ont eu le prix Nobel. Et je pense que Marie Curie, qui quand même ne s'est jamais remise de la mort de Pierre Curie, il faut bien le dire. C'est quand même une femme bon, elle a heureusement cette relation fusionnelle avec sa fille Irène, qui est scientifique comme elle, enthousiasme. Donc c'est une relation magnifique. Mais quand même, il y avait toujours, à la fois, elle ne pouvait pas prononcer le nom de Pierre, le prénom de Pierre, puisque Ève n'a jamais entendu le prénom de son père. Dit, parce que sa mère n'en parlait jamais, ce qui était terrible pour elle, qui n'avait aucun souvenir. Mais je pense qu'il y avait vraiment une volonté de fidélité à l'égard de Pierre et de ne surtout pas faire quelque chose que Pierre Curie n'aurait pas été d'accord, sur lequel Pierre Curie n'aurait pas forcément été d'accord. C'est une hypothèse que je mets, ce n'est pas une affirmation. Mais quand je vois la personne, elle l'aimait, et en plus, ils se sont un petit peu chamaillés le matin où il est parti. Oui, ça et ça, c'est de terrible. l'émotion. Vous savez, on n'en parle jamais, mais le prince Harry de Windsor, enfin, je veux dire, le petit-fils de la reine Elisabeth, tout le monde dit qu'il a été que ça a été affreux parce qu'il était beaucoup plus jeune que William, mais surtout qu'ils avaient maltraité leur mère au téléphone 2 heures avant, 3 heures avant. Leur mère, qui ne les avait pas vus depuis 1 mois et qui avait du mal à avoir des nouvelles d'eux, ils ont dit, mais maman, on est en train de jouer. Bon, ciao, au revoir. Et quelques heures plus tard, elle était morte. Non, c'est pour dire qu'il faut pas oublier le contexte. Elle n'a pas pu lui dire qu'elle l'aimait comme dernier, vous voyez, comme dernier souvenir. C'est terrible. Parce qu'on peut pas se réconcilier avec les morts. Parlons d'Irène et justement de son prix Nobel. Moi, j'ai été scotché par le traitement médiatique du prix Nobel décerné à Irène et la misogynie de l'article que vous citez. C'est absolument fabuleux. Tous les regards se braquaient pendant la cérémonie sur cette femme au front magnifique d'une simplicité émouvante. Pas un bijou, pas un colifichet, devant une salle peuplée de fracs constellés, de toilettes diaprées, sagement assise entre son mari et le physicien anglais Sir James Chadwick, lauréat de physique, sur une estrade fleurie que surplombait le buste barbu du bienfaiteur Alfred Nobel. Elle maîtrisait pourtant à peine son agitation. C'est affreusement bien écrit pour un article aussi misogyne. Est-ce que vous trouvez ça, voilà, dites-nous ce que vous pensez de ce traitement. Je vais vous dire ce que je pense de cet article, c'est que les articles misogynes, j'en aurais vu des milliers dans ma vie. Mais celui-là, sur une femme à qui on décerne le prix Nobel. Mais ça ne fait rien, mais c'est monstrueux. Vous savez, je me souviens que Simone Veil, quand elle était ministre, on voulait la montrer dans sa cuisine. Enfin, je veux dire, la grande Simone Veil, elle a quand même fait d'autres choses que d'être dans sa cuisine. Non, mais c'est une des choses aussi. Je comprends que pour vous, ça. Je veux dire, pour moi, c'est banal. Voilà. C'est totalement banal. Les propos misogynes sur les femmes, aussi grandes soient-elles, malheureusement, sont banales. Et j'ai peut-être arrêté l'extrait trop tôt, parce que la phrase suivante est encore pire. On a beau avoir découvert le radium synthétique, la curiosité féminine prend le dessus. Oui, ce qui est d'une bêtise absolument hallucinante, quand vous savez que, en fait, Irène Joliot-Curie était très inquiète parce qu'il y avait l'Allemand qui a été prix Nobel, qui a fait le signe nazi quand même, qui a fait le signe nazi en recevant le prix Nobel. Et Irène Joliot-Curie, qui a été dans la lutte antifasciste et anti-nazi, elle était beaucoup plus préoccupée par le fait qu'on faisait le signe nazi à côté d'elle que par sa curiosité féminine. Enfin, c'est d'une bêtise et honteuse. Parlons, alors on a parlé Nobel, on a parlé sciences, parlons aussi Deuxième Guerre mondiale. Puisque au moment où la Pologne est annexée, les filles Curie le ressentent presque comme, vous dites, comme si le monde de leur mère et de leurs ancêtres s'écroulait à nouveau. Alors,
Quand on a combattu pour la France, qu'on est Marie Curie, qu'on est Ève Curie, qu'on est Irène Curie, quel rapport entretient-on avec la Pologne ? Quel rapport entretient-on à la Pologne ? Et surtout, est-ce que vous pourriez nous décrire... Je crois que l'on peut aimer deux pays à la fois. Je veux dire par là que Marie Curie, elle est née en Pologne. Elle aimait la Pologne, mais la Pologne était occupée par malheureusement la Russie. Et donc, je veux dire, elle a vécu dans un pays occupé. Bon, et en même temps, elle aimait la France. Et c'était la France, vous savez, la France à l'époque, c'était quand même quand vous arriviez de Pologne, où quand même vous étiez sous occupation russe. Enfin, et vous avez vu dans les premières pages, l'occupation russe, c'était pas une blague. Ah non. Hein, vous avez vu ce que c'était que l'empereur de Russie, le tsar de Russie, etc. Bon, donc la France, c'est la liberté. On oublie à quel point il y avait une image de la France absolument extraordinaire, c'est la liberté. Non, on peut aimer deux pays à la fois. Et d'autre part, la Pologne, nous savons où elle est située géographiquement. Elle est située dans un lieu... Elle est entre deux. Et la pauvre Pologne, son histoire, c'est l'histoire d'invasion, d'occupation. Je veux dire, c'est comme un déchirement. Enfin, c'est un viol à chaque fois. C'est un viol de la Pologne. Donc, il y a un très grand attachement, il y a un amour pour le pays, la Pologne. Et Marie Curie a toujours fait en sorte que ses filles aient aussi des racines, parlent polonais, connaissent bien la famille polonaise. Enfin, il y a toujours le fait d'intégrer de manière harmonieuse les différents aspects de la personnalité. C'est pour ça qu'elle est tout à fait extraordinaire, je dirais. On va reparler de l'amitié qui lie Ève à Madame Roosevelt, mais avant ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Ève est recrutée par pas n'importe qui, Jean Giraudoux, et elle va servir la France. Surtout par le général de Gaulle. Et surtout par le général de Gaulle. Excusez-moi, Jean Giraudoux, ça n'a pas duré très longtemps. Et elle va s'engager pour la France, elle va s'engager pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'engagement d'Ève pendant la Deuxième Guerre mondiale ? Alors, pour raconter l'engagement de la Deuxième Guerre mondiale, d'Ève dans la Deuxième Guerre mondiale, si je peux me permettre, il faut quand même rappeler que Ève est une petite fille pendant la Première Guerre mondiale. Alors que Irène, qui est de 7 ans plus âgée qu'elle, Irène, elle est une jeune fille de 17 ans qui va s'engager sur les champs de bataille et être dans les petites curies avec sa mère. Et Irène va être irradiée. Avec les premières radiographies, elle est irradiée à 17 ans. Je veux dire par là que, donc, quand la Première Guerre mondiale se termine, en 1918, Ève n'a que 14 ans, mais Irène est beaucoup plus âgée. Elle en a 7 ans de plus. Donc c'est pour vous dire que c'est pas du tout la même guerre. C'est-à-dire, la Première Guerre mondiale, c'est la guerre de Marie et d'Irène. Et Ève, d'une certaine manière, la Deuxième Guerre mondiale, c'est sa guerre. C'est-à-dire que d'abord, elle vit avec. C'est Bernstein à l'époque. Non, juste elle avant. vit pas avec Bernstein à l'époque. Elle est avec elle vit avec Philippe Barrès. Elle a quitté Bernstein et elle vit avec Philippe Barrès, qui est le fils de Maurice Barrès et qui est un journaliste politique qui vient de passer 1 an en Allemagne nazie comme correspondant à Berlin d'un grand quotidien français. Philippe Barrès, c'est important pour l'histoire. Philippe Barrès, il a côtoyé Hitler. Il a côtoyé les dirigeants d'Hitler qui lui parlent. Ces dirigeants, dont Hitler et Goebbels, etc., lui parlent tous d'un certain colonel de Gaulle qui a une conception très très forte et très remarquable de l'armée, etc. Donc, elle est très au courant, très au fait de l'entourage nazi, de ce que représente le nazisme, parce que Philippe Barrès l'alerte, lui en parle. Donc, pour elle, ça ne vaut pas mieux que l'occupation russe en Pologne, et donc elle va s'engager tout de suite. Elle va s'engager tout de suite, et elle va partir pour l'Angleterre. En juin 40, elle est dans le bateau et elle va arriver et elle n'entendra pas l'appel du 18 juin sur le bateau. Elle ne l'entendra qu'en arrivant dans le bureau du général de Gaulle, dans la salle d'attente du général de Gaulle. Et là, pour elle, maintenant c'est sa guerre. Sa mère et sa sœur ont eu leur guerre, maintenant c'est la sienne.
Et donc, il va falloir véritablement se battre. Et elle va être envoyée très vite par le général de Gaulle pour faire du travail d'influence aux États-Unis. Parce que n'oublions pas, elle a publié précédemment la première biographie sur Marie Curie, qui s'appelle Madame Curie, qui est la biographie de référence sur Marie Curie. Et cette biographie est parue d'abord aux États-Unis, donc dans le langage anglo-saxon, a été un succès immédiat, puis un succès mondial, avec plein de traductions. Donc, quand elle arrive, elle est auréolée d'une personnalité, et comme elle a un grand sens politique, qu'elle connaît déjà le monde politique français, qu'elle l'a connu avant de partir, eh bien, elle est immédiatement reçue à la Maison-Blanche. Et là, elle va loger à la Maison-Blanche, puis ensuite, elle va faire le tour des États-Unis pour essayer de toucher les populations. Elle va faire beaucoup d'articles. Vous savez que Eleanor Roosevelt, parfois, elle avait 4 à 5 000 personnes par meeting où F. Curie s'exprimait. Et quand on regarde les archives que j'ai consultées pendant plusieurs années, les archives d'F. Curie, vous avez des couvertures de journaux avec F. Curie, y compris Time Magazine, quand même. Elle a fait la couverture de Time Magazine. Il faut quand même le faire. Il faut dire que son amie Eleanor Roosevelt l'a quand même pas mal placée dans la presse américaine. Oui, là, vous avez tout à fait raison, Alban. Eleanor Roosevelt a joué un rôle très positif, mais Eleanor Roosevelt était une fine politique. C'est-à-dire que si elle l'a fait, c'est qu'elle estimait que c'était positif pour les démocraties. C'est quoi cette amitié entre ces deux femmes, entre Eleanor Roosevelt et F. Curie? Eh bien, d'abord, il y a le fait que, comme souvent des politiques, peuvent être fascinés par les grands scientifiques. Or, l'amitié entre Eleanor Roosevelt et F. Curie, elle ne commence que parce que Eleanor Roosevelt a lu la biographie d'Ève sur Marie Curie. Et que donc, Eleanor Roosevelt tenait toujours à mettre en valeur, rendre visibles les femmes, mais elle le fera aussi pour la communauté noire aux États-Unis. Elle fera aussi des actions tout à fait remarquables. Mais Eleanor Roosevelt est toujours là pour mettre en valeur des personnes qu'elle estime qui devraient être mises en valeur. C'est une des très grandes forces et des très grandes qualités d'Eleanor Roosevelt. Et elles vont se suivre parce que, n'oublions pas que F. Curie va partir sur le front, va partir en Afrique, au Proche et Moyen-Orient, en Asie, et que là, en fait, elle fait un travail de renseignement, tout en faisant un travail de grand reporter et de publier des articles. En réalité, elle fait un travail de renseignement extraordinaire pour les Alliés. Et en plus, on doit quand même citer que la France tourmentée aura encore une fois pas été tendre avec les filles Curie, puisque dans la tristement célèbre exposition Les Juifs et la France, le portrait d'Ève, vous le dites bien, y est bien visible, peint sur un panneau derrière celui d'Henri Bernstein, décrite comme demi-juive, à cause de ses liens avec le dramaturge. Sur le panneau, vous dites un titre, perversion du goût et de l'esprit français. La France, quand elle est tourmentée, est décidément bien injuste avec les filles Curie. Oui, enfin, tourmentée, je dirais la France quand elle collabore. C'est une France collaboratrice, hein. C'est une forme de pour moi, c'est une forme de collaboration. N'oublions pas quand même qu'elle a été déchue de la nationalité française en même temps que le général de Gaulle, F. Curie. C'est-à-dire, c'est la France tourmentée, vous dites tourmentée, mais moi je dirais... plus que ça. C'est plus que ça, enfin, je veux dire... Non, je dis ça parce que il y a eu des hommes et des femmes inconnus qui sont restés inconnus. Je le dis parce que dans mon entourage, j'en connais particulièrement, qui ont fait un travail de résistance extraordinaire, dont on ne parle jamais, parce qu'ils veulent pas qu'on en parle. Parce que la minute où ça a été fini, c'était fini. Et qu'ils sont rentrés et qu'ils attendaient pas d'honneur, etc. Et que donc, c'est pas une France tourmentée, c'est une France où il y a des hommes et des femmes qui, naturellement, résistent. Et puis, il y a les autres qui s'arrangent, de petits arrangements entre amis, je dirais, et qui collaborent. Et cette collaboration, ça a conduit à des milliers de morts français, à des milliers de morts américains, anglais, etc. Donc, je comprends votre terme tourmenté, mais moi, je dirais, ça montre quand même que dans la vie, il y a des choix à faire. Et le général de Gaulle, il faut pas oublier à Londres, quand même, et le général de Gaulle, et F. Curie le raconte bien, il s'est retrouvé avec des Bretons qui parlaient pas un mot d'anglais, qui parlaient très mal français, qui étaient un peu perdus en Angleterre, et il les a fait défiler
C'était tout ce qui lui restait, lui, un officier. Il lui restait des gens, tout simplement, parce qu'ils avaient entendu l'appel et qui se sont dit, il nous appelle, on y va, quoi. Je veux dire, ils ne se sont pas posés de questions tourmentées. Pendant que un certain nombre de diplomates et de juges, la magistrature française, prêtaient serment à Pétain pour ne surtout pas perdre leur carrière, quoi. Au fil de la chronologie de cette émission, on va poursuivre le voyage dans le temps, puisque c'est toute une époque que décrit votre livre, à propos d'un épisode Ève à l'OTAN. Et vous posez cette question, comment en effet imaginer qu'une femme ait pu avoir une influence et un sens de la stratégie dans l'OTAN, organisation à majorité masculine depuis des décennies? Alors, vous savez, l'histoire de l'OTAN, c'est une histoire incroyable. J'ai eu accès aux archives de Ève Curie. Et Ève Curie, elle avait compris une chose. C'était que ces archives feraient partie de l'histoire de France. Donc, je dois vous dire que les archives d'Ève Curie, elles sont très complètes, rangées magnifiquement. Ça pourrait même déjà tout de suite aller aux archives nationales, il suffirait de mettre des numéros, c'est remarquable. Le bonheur de l'historien. Voilà, exactement, Thomas. Le bonheur de l'historien. Et la famille Joliot-Curie m'a fait l'honneur d'ouvrir les archives. Au moment où j'ai commencé à travailler sur la famille. Et là, je voudrais dire la chose suivante. Je parle à droite et à gauche depuis quelques années maintenant du rôle d'Ève Curie à l'OTAN, puisqu'elle a monté la stratégie de l'OTAN. J'ai vu les notes. En tant qu'ancienne diplomate, je peux vous dire que je sais lire des notes. Je sais lire des notes diplomatiques entre les lignes, je vois bien, Elles sont remarquables. Quand je parle à n'importe qui a lieu aux affaires aux questions de sciences politiques, du rôle d'Ève Curie sur l'OTAN, Silence, ou bien on met les yeux de côté, on met le regard de côté, ou bien on me sourit d'un air gentil dans le genre, oui, ça va, comme elle défend les droits des femmes, elle en rajoute sur Ève Curie et l'OTAN. C'est-à-dire que personne, y compris des personnes qui traitent avec l'OTAN, ne m'ont jamais demandé une explication, quelque chose de plus complet de la manière dont ça s'était passé sur Ève Curie et l'OTAN. Personne. Ça passe pas. Comment est-ce qu'une femme peut avoir eu une influence dans les années 50 à l'OTAN? Ça passe pas. On me regarde, mais dans le genre, qu'est-ce qu'elle raconte, quoi. Oui, les archives, je les ai vues, hein. Les archives, c'est la famille Joliot-Curie qui les a. Je peux vous dire qu'Ève Curie n'avait pas oublié que ça serait regardé un jour et que... Donc, je vous le dis, pour plus tard, puisque vous êtes jeune, n'oubliez pas de défendre Ève Curie et le rôle d'Ève Curie dans la mise en œuvre de la stratégie de l'OTAN, parce qu'elle l'explique très bien. C'est que après-guerre, les Français qui étaient dans la misère, dans la pauvreté, ils pensaient qu'une chose, c'était oublier la guerre et ne pas penser qu'il fallait de nouveau faire des dépenses financières de défense nationale, etc. Ils voulaient vivre, ce qui est humain. Donc il fallait trouver une stratégie qui puisse quand même leur donner envie de se sentir un peu concernés. C'était pas évident, la stratégie de l'OTAN. Or, sous Staline et tout ça, c'était quand même pas une partie de plaisir, hein. Parlons d'une autre figure, sans doute trop méconnue dans l'histoire du monde d'après-guerre, c'est Hansa Merta. J'ai un grand faible pour Hansa Merta, donc vous me prenez par les sentiments, c'est le cas de le dire. Alors, je vais quand même rappeler qui était Hansa Merta. Hansa Merta, nous avons les uns et les autres entendu beaucoup parler de grand homme de la libération de l'Inde, de l'indépendance de l'Inde, qui est Gandhi, ou sinon de Nehru, qui a été Premier ministre. Deux personnalités que Ève Curie a côtoyées, avec lesquelles elle a discuté pendant la guerre, quand chacun d'entre eux était entre deux emprisonnements. Mais, véritablement, il y a eu, comme par hasard, à côté de Gandhi, il y a eu une femme tout à fait remarquable qui a lutté pour l'indépendance de l'Inde, qui a été arrêtée comme elle, qui va devenir la présidente du groupe de travail pour rédiger la première constitution de l'Inde, qui va jusqu'à 95 ans œuvrer pour les femmes indiennes, c'est Hansa Merta. Alors, pourquoi Hansa Merta a-t-elle une place particulière dans mon histoire personnelle de femme Eh bien, très simplement, parce que les femmes du monde entier devraient lui être reconnaissantes. Parce que voilà, Hansa Merta, pendant 2 ans, a préparé la rédaction de la Déclaration universelle des droits, dits droits de l'homme. Moi, je dis les droits humains.
Parce que le droit de l'homme, je veux dire, je suis pas un homme et on me le rappelle tous les jours dans la société. Et c'est normal, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Donc, les droits humains. Donc, Hans Amerta, quand il prépare la rédaction, il y a René Cassin notamment, mais René Cassin n'est pas du tout sensibilisé sur ces questions. Hans Amerta voit la première article, tous les hommes sont, etc., libres d'égaux en droit. Et elle dit non, c'est pas possible, je ne peux pas retourner en Inde avec l'expression tous les hommes sont libres et égaux en droit, parce que les hommes indiens diront, bah oui, ça nous concerne, nous les hommes indiens, nous sommes, etc., mais pas les femmes. Donc, il faut mettre le terme tous les êtres humains, au moins pour que ça commence comme ça. Eh bien, cela va demander entre 6 mois et 1 an de plus de négociations. Ah, mais oui, mais regardez, place du Trocadéro, vous avez le musée de l'homme. On n'arrive pas à le faire appeler le musée de l'humanité. Je veux dire par là que moi, tous les ans, je dis, il faut qu'on fasse une pétition en France pour changer très simplement le terme musée de l'homme à musée de l'humanité. Ou Marie Curie, à tous les hommes, la patrie reconnaissante au Panthéon. Absolument, on est tout à fait d'accord, Alban. Mais c'est pour dire simplement que Hans Amerta nous a sauvés, nous les femmes. Parce que c'est elle qui a dit, moi, il n'est pas question que je rentre en Inde avec tous les hommes. Parce qu'elle savait comment les hommes indiens allaient réagir. Eh bien, je tiens à vous dire que René Cassin trouvait ça très bien, tous les hommes, ça ne le dérangeait pas du tout, qu'un certain nombre d'autres hommes ne le dérangeaient pas, et que finalement, c'est Eleanor Roosevelt, Hans Amerta, et puis le représentant canadien et libanais, qui ont fait tourner, mais il a fallu entre 6 mois et 1 an de négociations supplémentaires. Alors moi, je trouve que Hans Amerta, c'est une grande dame de l'histoire de l'humanité, pour les femmes, mais pour les hommes aussi, parce que tout simplement, elle pensait à l'humanité. Claudine Monteil, merci pour cette interview. Marie Curie et ses filles, c'est le livre que vous écrivez, une biographie teintée de récits, ou peut-être l'inverse, chez Calman Levy. Et je dois vous avouer qu'à la lecture, on a presque une espèce d'émotion à chaque événement dans la vie de ces 3. Ah ben merci beaucoup, je prends ça pour un compliment. Et merci à tous les deux. Merci, un grand merci. Merci.